Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À l'écoute de soi. Bienvenue ici aussi, dans ce bois, cette montagne, tout en haut des rochers. J'ai eu l'élan de prendre mon sac à dos, de prendre tout le matériel pour enregistrer et de faire cette heure de marche pour te partager ces quelques mots qui sont en résonance avec ce que tu vas entendre ensuite. Cet épisode fait partie de la série Audace, liberté et sacré. Et je jouis de cette liberté de pouvoir venir enregistrer dans l'endroit qui me plaît. Et aussi parce que cet épisode, dans lequel j'invite mon ami Boris Trouplin, parle de cette reconnexion, de cette écoute de la nature. Boris partage comment les mélodies lui viennent dans ces moments de marche, dans ces moments de présence, avec toutes ces souffles, ces vents, ces arbres autour de nous, comment nous sommes liés. Je suis en joie de te partager ces mots, cette discussion. Comme tu le sais, pour soutenir cet épisode, pour soutenir la diffusion de ces interviews vers toi, eh bien, le fait de t'abonner à la chaîne sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, le fait de mettre une jolie note, le fait de nous partager ton commentaire, ton retour, ce qui a résonné pour toi, à la fois c'est bon pour nous et à la fois ça soutient cette diffusion. Et bien sûr, tu peux le partager auprès d'amis, auprès de proches, auprès de personnes pour qui tu penses que ces mots pourraient être bons. Et dernière petite invitation avant cette écoute, eh bien peut-être que tu peux prendre tes écouteurs et aller l'écouter dehors, aller l'écouter en marchant. Venir toi aussi au cœur de la nature. Très belle écoute. Et bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille Boris Trouplin dans ce nouvel épisode du podcast À l'écoute de soi sur la série Audace, liberté et sacré. Bienvenue. Merci, Gabriel. Petit tour d'horizon, un petit peu de peut-être quelques mots pour te définir, mais je te laisserai compléter ça. Et après, on plonge dans cette thématique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Boris, Boris, moi, je t'ai rencontré par le biais d'abord de la musique. Boris nous amène dans des univers musicaux, à la fois par la cornemuse, par les musiques que tu vas amener aussi en mixant. Il y a quelque chose de très organique dans ta transmission musicale, je trouve, de très vivant et que tu es pleinement dedans. Euh, Tu as aussi toute cette part d'écriture que parfois tu mêles à la musique. Les textes qui viennent être portés, qui viennent parfois être sur scène, être transmis directement. Et aussi cette part de la photographie, qui est où je trouve qu'on ressent beaucoup de poésie aussi dans ta photographie. Et donc tu complèteras peut-être avec d'autres choses qui te viennent, mais pourquoi je t'ai invité toi aujourd'hui dans cette thématique-là? Plusieurs choses. À la fois parce que il y a quelque chose, comme je disais, de très organique, mais aussi ça veut dire de très palpable. Comme si on pouvait ressentir ce que tu ressens à l'intérieur. Et pour moi, il y a de l'audace à ça, à oser laisser montrer ça. Et voilà, donc il y avait déjà ça. Et il y a aussi que je sentais que c'était juste, que je percevais que cette notion de sacré, même si on n'a jamais échangé dessus, même si, euh, même s'il n'y a pas eu de mots concrets sur ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est présent chez toi, même si c'est peut-être un d'autres terme que tu vas utiliser. Donc, juste, voilà, je t'ouvre l'espace et qu'est-ce que tu pourrais peut-être compléter sur ce que j'ai dit de toi et puis comment ces mots dansent ensemble pour toi? Qu'est-ce qu'ils invitent aujourd'hui? Hmm. Hmm. Merci, Gabriel. Je, oui, oui, je trouve ça assez juste, ta façon de le présenter. En tout cas, je me reconnais. Euh, ouais, je me reconnais dans tes mots. Ce côté palpable, ce côté organique. Moi, souvent, ce qui me vient quand je peux être peut-être questionné là-dessus, c'est, je crois que je ne peux pas vraiment faire autrement. Euh, que de laisser les vibrations, qu'elles soient musicales ou vibrations lumineuses pour les photos ou de danse ou autres. Euh, oui, elles sont, j'ai envie de dire, elles traversent mes chairs, quoi, hein.
je vais vibrer avec elle. Et donc, j'entends le mot audace. C'est peut-être pas ce mot-là que moi je mettrais parce que c'est en ça que je dis je peux pas faire autrement. Je crois que c'est un petit peu constitutif de vibrer avec cette dimension à la fois passion, de pratique, de discipline, et également ce mot sacré me va complètement, quoi. Il y a une dimension sacrée dans le sens, j'y mets du soin, j'y suis en lien avec, je sais pas, avec autre, avec plus grand. Ça va être peut-être, ça m'est plus facile de dire sacré que de dire avec quoi je sens le lien, mais on peut creuser, hein. Mais voilà, moi, je vais pas employer le mot audace juste parce que ça m'est finalement assez naturel de faire comme ça. Dans ce que tu as listé, peut-être j'aurais aussi envie de rajouter la danse, parce que ce soit, voilà, il y a différentes danses que j'ai rencontrées au fil du temps, quoi. Si je remonte un peu chronologiquement, si je remonte à l'adolescence, c'est la danse hip-hop qui m'a beaucoup attrapé en premier. Et je pense que ce sont même mes premières expériences d'engouement, en fait, passionnel pour le mouvement. La danse trad est venue quelques années après, en même temps que je rencontrais les instruments que je me suis mis à apprendre et à jouer, parce qu'il y a un lien fort entre la pratique de la cornemuse et la danse d'inspiration traditionnelle. Il y a la danse contact que j'ai rencontrée il y a 6 7 ans maintenant, euh, contact impro, qui est encore un autre domaine hum, de jouissance organique, en fait, hein, de plaisir de laisser être, laisser traverser. Et puis la danse de tournoiement, que je pratique aussi depuis un peu plus de 4 ans, que j'ai inclus dans un spectacle. Voilà, je vois ça un peu comme des racines ou comme des bras d'eau, des bras de rivière qui viennent alimenter un fleuve plus grand qui serait voilà, l'expression corporelle. Et j'aime bien sentir que c'est finalement nourri de ces différentes influences, constructions, hum, que mes mouvements d'aujourd'hui sont, sont nourris et sont empreints, quoi. Mm. C'est très beau cette image de comme de plein de petites rivières qui viennent densifier euh, Hum, un centre, un fleuve ici. hum, Et est-ce qu'il y a quelque chose, la question qui me vient, c'est dans cette diversité, donc à la fois ici tu as comme retracé cette diversité dans la danse, mais il y a la diversité des pratiques. Comment tout ça peut converger sur euh, une chose? Tu as dit la passion. Qu'est-ce que ça vient nourrir et qu'est-ce que ce fait d'avoir justement plusieurs approches vient toucher à l'intérieur de toi? Et j'avais aussi envie de faire le pont avec ce mot de liberté qui est évoqué dans cette thématique. Comment en fait d'avoir plusieurs choses, ça peut être une liberté. oui, dans mon cas, c'est plus que ça peut, quoi. C'est ça l'est. Je suis presque démuni à te répondre parce que il y a une telle évidence pour moi. Ce sont des besoins vitaux en fait, de pouvoir m'exprimer, que ce soit par ces différents biais artistiques. Sans ça, je ne sais pas si j'aurais un oxygène de vie en fait, quoi. Mm. Et en fait, ce qui venait pour moi en te posant cette question, il y avait comme, ce que je trouve intéressant, c'est comment il y a quelque chose de très libre à aller explorer sur plusieurs choses différentes. Mhm. Et en même temps, tu as utilisé ce terme de discipline
Et il y a à la fois, comment tu vois la discipline, toi? Comment cette discipline est là au milieu de la liberté? Qu'est-ce que... Hmm, Moi, je oui, trouve que, tu as parlé de la danse du tournoiement. Pour moi, ça a été un apprentissage immense dans, dans ce chemin de discipline. Parce que si ça amène une liberté immense, il y a si je ne m'applique pas à être vraiment dans ce chemin, ben, en fait, je vais pas pouvoir aller plus loin que j'ai la tête qui tourne. Donc, comment cette discipline, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? d'accord. Moi, j'ai vraiment utilisé le mot discipline synonyme du mot pratique Mm. et beaucoup moins synonyme de la notion d'être assidu. En fait, cette deuxième définition du mot discipline, je l'emploie moins parce elle a un côté pour moi exigeant. En fait, j'ai rien contre, mais je m'aperçois que en moi, c'est un petit peu connoté, pas négativement, mais peut-être que là, c'est là que le mot liberté et la notion de liberté vient rejaillir un peu son besoin euh, de se manifester en moi. Hum, Peut-être je vois dans le mot discipline, tel que là nous l'évoquons aussi, quelque chose d'un petit peu ascétique et austère. Mm. Et c'est vraiment que hein, de la subjectivité. En tout cas, je voulais juste préciser là que quand je parlais de discipline, c'était en termes de pratique. Et j'ai bien conscience que quand, quand je travaille un instrument, quand je prépare, quand je répète avec des gens ou autres, j'ai une exigence et nous y consacrons du temps et de l'attention. Et donc, en soi, bien sûr, il y a une certaine discipline qui est là-dedans. En même temps, j'ai l'impression que tout ce que j'aborde, il y a quand même du plaisir qui est jamais absent. Vraiment, je reprends très mot, quoi, ce mot ce plaisir organique, que ce soit dans la matière musicale, dans la matière sonore, dans la matière dans le corps quand je danse donc ça m'est juste un tout petit peu difficile de parler sur une voie de discipline. Mais tu as utilisé les deux termes conjointement, en fait, de passion et de discipline, et c'est ça que je trouvais vraiment Mm. intéressant aussi. Mm. Ouais. Et dans discipline, il y a peut-être, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais il y a aussi quelque chose lors du disciple qui, en fait, il y a de la curiosité parce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas complètement. En tout cas, j'ai envie d'aller voir plus loin. Moi, il y Oui. a ça aussi qui est... Et puis, comme tu disais, si j'ai pas tout ça, j'ai comme pas mon oxygène. En fait, toi, c'est comme... Mm. parfois, on peut voir la discipline comme quelque chose de rigoureux, mais quand il y a un autre aspect de, c'est la discipline qui nous appelle, mais cette discipline de vie, de curiosité, de, je suis sur ce chemin-là. Oui, c'est ça. Quand tu as dit le mot disciple, moi, c'est le mot voix qui vient avec, VOIE. Et, euh, et je trouve ça, je suis attaché en fait à cette idée de creuser une voie, de se sentir toujours appelé un peu plus loin ou d'être en curiosité d'aller plus loin sur un courant qui peut être en partie tracé par d'autres et que nous défrichons également par nous-mêmes, plus ou moins. Euh, je me reconnais dans ces cheminements-là. Et Si je cette voie regarde. 3C, tu as l'impression que pour toi, c'est, est-ce que tu as comme un ressenti de vers quoi cet appel il est? Qu'est-ce qui t'appelle à être sur cette voie? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié au sacré pour toi ou pas? Qu'est-ce qui est là dans cette voie pour toi? Alors, il y a une partie, j'ai envie de dire, qui s'auto-élabore. Tu vois, je ne sais pas forcément de quoi sera fait ma musique ou mes expressions artistiques dans 2, 3 ans. Je peux avoir quelques idées, mais je sais aussi que beaucoup de choses vont survenir, soit à mon insu, soit au gré de choses que je n'ai pas encore ni en tête, ni en vue. Et, bon, c'est peut-être un lieu commun. La vie est faite hein, de ces surprises-là à plein d'endroits. Hum, et en même temps, comme c'est intrinsèquement lié à, à mon mode de vie, à mon rapport au monde,
Euh, je crois qu'il y a une façon de célébrer pour moi, d'être dans dans ces voies d'expression. Et quand je parle de célébration, je vais je vais rapprocher ma pensée, mes propos là, de célébration du vivant. Euh, et je fais pas tellement de différence en fait entre le fait que je vais sortir quasiment au quotidien, faire une marche à pied seul au bord d'une rivière ou en forêt, et que j'ai besoin de ce rapport euh, à d'autres manifestations du vivant euh, au sens large. C'est aussi souvent dans ces moments-là que peuvent me venir des mélodies ou des nouvelles idées. Je suis à la fois dans un recueillement, je suis à la fois dans une respiration. Euh, Souvent, ça arrive à un moment de la journée où j'ai passé un peu trop de temps, soit à l'intérieur, soit concentré sur une chose. Et il y a un petit peu tout, mes pores de peau, mon corps, mes yeux qui ont besoin d'être dehors et d'aller voilà, d'aller marcher un peu et de soit me remettre, soit euh, faire perdurer ce lien d'être vivant. Euh, Mm. Et dans ce lien d'être vivant, tu parles d'aller avec, je sais plus le terme que tu employais, avec d'autres formes du vivant, en tout cas à l'extérieur. Comment tu te sens relié à cette nature, à ces espaces, à la fois comment tu te sens relié à eux et qu'est-ce que ça vient toucher plus précisément à l'intérieur de toi? Est-ce que tu arrives à mettre des mots sur ça? hmm. Je te reprends juste sur le mot nature que j'essaye de plus du tout, enfin que j'essaye, j'ai plus envie d'employer, tu vois, il y a un côté très artificiel finalement de parler de nature, enfin, juste ce mot-là, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu emploierais alors? J'emploierais forêt ou j'emploierais loin des artifices, hmm, ou j'emploierais le vivant qui puisse s'incarner dans une rivière, dans un écosystème forestier, dans mon propre écosystème corporel. Tout ça émane du même jaillissement, hein, du même jaillissement vital de la vie de la vie sur Terre. Et la dimension de sacré, pour moi, c'est d'aller sentir ça en moi, ça en lien justement avec les arbres d'une forêt, avec les oiseaux, avec tout ce qui anime ces dimensions du vivant, dans le très petit, dans le très grand. J'ai besoin de ce lien, en fait. J'ai besoin de l'éprouver au quotidien. C'est une forme de religion. Dans le mot religion, il y a le terme se relier. Et c'est en ça, moi, que je peux me sentir religieux et que je peux avoir l'importance du sacré. Et voilà, mes pratiques de danse, de musique ou de photo ne sont pas, sont également reliées à ces dimensions-là, quoi. J'ai un petit peu l'impression, oui, d'une certaine façon, de faire des prières en, en jouant de la musique ou en prenant des photos, Mhm. ou en cherchant les mots les plus appropriés dans leur poésie et dans leur justesse de sens au pluriel. Euh, Quand tu dis ce mot relié et, et que tu viens ici le porter dans ce lien avec, avec cette forêt, cette nature, j'ai aussi vu, comme avec ce même regard peut-être simple et juste de considération et juste on est relié, comme revécu ce moment où tu étais avec Marceau Chenot. Je ne sais pas si vous guidez encore des espaces ensemble, mais du coup, dans ces espaces, pour ceux qui nous écoutent, euh, toi, tu es en train de faire de la musique en direct avec les personnes qui sont en train de bouger dans la salle. mm, Et, et je trouve que à la fois le regard que tu pouvais avoir, mais ce regard, on ne le voyait pas forcément, mais c'est comment ta musique, le son qui était retranscrit, montrait qu'ici, bah, ça faisait plus qu'un. Il y avait le mouvement, le son, et comment tout devenait un.
Et ça, c'était dans quelque chose de ce lien, de cette reliance et dans cette reliance d'amour, même avec chaque personne qui est là, Hmm. cet espace. Hmm. Je me sens un peu, je me sens poreux, je me sens poreux, je me sens perméable. Mm. Hmm. Et j'ai non seulement plaisir à faire du son au service de la danse, mais sans doute en moi, il y a aussi quelqu'un qui danse quand je suis encore en train de faire du son pour des danseurs ou pour des gens en mouvement. Euh, je ne sais pas forcément bien l'expliquer, je sais juste, là aussi, remonter chronologiquement. Tu vois, je disais que j'ai appris à danser la danse trad en même temps que j'apprenais à jouer. Euh, alors qu'au départ, j'allais vers la cornemuse, attiré par le son. J'avais pas forcément conscience au tout début que c'était aussi en lien avec la danse, mais très très vite, on me l'a montré pour mieux jouer un air de danse. On m'a mis dans une chaîne de danse pour que je comprenne ou que je sente un petit peu de quoi il s'agissait. Et tout de suite, j'ai été attrapé par ce plaisir, par cette reliance, parce que c'est des danses collectives. Et, euh, et déjà, même si je remonte aussi à, tu vois, à l'époque hip-hop où moi j'écrivais un peu, je peignais, je dansais et j'écoutais euh, les premiers. C'était le début du rap en France, hein, le début du hip-hop en France dans les années 90. Et il y a déjà un lien aussi danse, musique, écriture. Et voilà, je fais juste le constat que, il y a c'est ça, il y a plusieurs disciplines, pour prendre ce mot, qui sont reliées, qui sont en lien, qui se bâtissent les unes avec les autres, et qu'à différents endroits, j'ai goûté à ça. J'ai goûté et j'ai même plongé dedans, quoi, attrapé par la passion du truc, quoi. Et comment elle te relie à l'autre, aux autres, du coup, ces disciplines? Tu me Comment, poses la question, comment elle me relie aux autres? Ah comment oui. tu sens que ça, qu'est-ce que ça ouvre comme espace possible, peut-être, de reliance aux autres? À la fois Hmm, dans ce que j'offre, dans j'offre ma musique, j'offre un texte, j'offre une image, ou j'offre d'accompagner un mouvement. hmm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'autre humain? Ça m'est moins facile de répondre à ça. Mais peut-être ce qui me vient en toute humilité, hein, mais j'aime bien le terme de griot en Afrique de l'Ouest, qui sont ces personnages qui sont à la fois un petit peu, selon la conception que j'en ai, hein, je suis pas du tout spécialiste, mais des gens qui sont à la fois un peu artistes et un petit peu guérisseurs, quoi. Et d'être sur un terrain à la fois d'expression, mais aussi de réception de qui j'ai en face de moi. Et encore une fois, je prétends à rien, mais je peux me sentir un petit peu en phase avec cette notion de euh, je vais proposer quelque chose, il y a des choses qui vont voilà, sortir de moi, entre guillemets, propositions artistiques, et elles sont à destination de gens dont plus ou moins consciemment et plus ou moins inconsciemment, je vais percevoir euh, peut-être des états, des vibrations. Et moi, je suis juste passeur dans ces cas-là. Et mon mental est très peu à l'œuvre. Par contre, peut-être avec le temps, avec l'expérience, voilà, a appris en moi à se fluidifier ce passage de relais entre recevoir et envoyer. Hmm. Tu me comprends? Ouais, je le perçois, c'est comme si je voyais un peu les images de ces moments-là, ou de comment ton son il pouvait venir comme englober et réagir à comment la personne réagit au son. Et Mm. ça fait vraiment comme des allers-retours, en C'est tout cas, ça. c'est comme ça que je le vois ici. C'est très donnant-donnant, hein. Quand je parle quand tu parles d'aller-retour, c'est très juste parce que voilà, je suis en fait quand je dis je suis poreux et je pense que je suis éponge aussi quoi, hein. Une éponge qui va pouvoir s'imbiber d'eau et pouvoir en relâcher également quoi. Hmm.
Mais c'est comme si, parfois sur le terme de guérisseur, on pourrait mettre, c'est quelqu'un qui transmet, qui donne quelque chose, mais là, c'est vraiment, tu as aussi utilisé, est-ce que tu as dit canal ou je sais plus, en tout cas, le fait que tu ressens l'énergie de la personne et ça vient bouger quelque chose en toi et donc du coup, ça a bougé quelque chose dans ton son qui peut lui apporter quelque chose, qui peut nourrir peut-être cette personne dans ce moment-là, mais parce que t'as eu cette porosité de t'ouvrir à elle. Mm. Mm. Est-ce que c'est ça? Oui, je reste prudent dans affirmer que c'est ça ou que c'est pas ça, dans le sens où je constate Mm. que je suis à l'aise à ces endroits-là de proposer du son ou des mots et qu'on me fait des retours positifs dans ce sens-là. Voilà, j'ai dû dire le mot passeur tout à l'heure, là, mais ça va, je ne vais pas forcément ni être en mesure de, ni même vouloir aller creuser plus profondément qu'est-ce qui joue réellement, juste euh, dans le constat heureux de voir que ces choses-là sont, cette aptitude-là, ces aptitudes-là sont à ma portée de plus en plus avec le temps, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux ressentir en dehors de cette part artistique? Comment en fait, c'est l'image là qui vient et la question qui vient, c'est il y a l'art qui te permet de te relier à tellement de choses, à des personnes, à comment tu ressens la nature et peut-être à plus grand. Et comment ça, cet art, il te nourrit, mais comment lorsque tu n'es pas en contact direct avec ces outils, s'il fallait mettre quelque chose un peu dessus, Hmm. comment ça s'imbibe dans ta vie? Comment ça nourrit qui tu es? Hmm. Je ne sais pas si je sais faire vraiment le distinguo, parce que je ne vais pas dire que je me sens artiste, tu vois, à certains moments où je vais enfiler une casquette. Et comment tu es artiste, peut-être dans ta vie, sans tes outils artistiques? Hmm. Alors, À quels endroits ça peut se manifester? ouais, qu'est-ce que tu sens que que ça a pu bouger en toi, peut-être même concrètement, quels espaces, quelle vision de ce qui t'entoure, est-ce que tu sens que ça influe sur toi et de quelle manière? Alors là encore, je prends un petit peu des pincettes, mais j'ai l'impression que c'est plus que c'est une nature de départ, quoi. Donc je fais avec ce que je suis. Mm. Euh, j'ai pas forcément un recul très grand là-dessus, mais je suis retombé très récemment sur une photo de classe de CM1, tu vois, où elle a 40 ans cette photo, quoi. On est 30 élèves. C'était une classe marquante parce que l'instituteur qu'on a eu à cette époque-là nous a appris à jouer de la flûte avec et c'était important pour lui de nous faire chanter et jouer de la flûte chaque retour de récré, donc plusieurs fois par jour. Et moi, ça m'a laissé une empreinte. Et moi, je me suis ensuite mis à jouer des instruments avant, quelques années après, euh, parce que cette empreinte-là première, elle m'avait marqué positivement. Et je suis retombé sur cette photo de cette classe-là, avec cet institut-là. Et là, c'est très subjectif et c'est très intuitif. Je me suis revu, petit garçon, et j'ai la tête tournée, tu vois, je regarde un peu comme ça, avec un vague sourire sur la bouche. Et j'ai eu un peu l'impression, en me revoyant là, que j'avais déjà, que j'étais en fait déjà, voilà, ce côté un peu rêveur, un peu ailleurs, et je dis précautionneux quand je veux reparler de ça parce que je veux pas du tout donner l'impression que je me sens à part ou Mm. tu vois. Euh, en tout cas, il n'y a aucun jugement de valeur. Euh, je vois juste qu'assez tôt dans mon adolescence, j'ai eu besoin j'ai eu besoin de temps solitaire. Euh, et voilà, tout ça, je le mets en lien en reparlant du Boris de 10 ans là, qui a l'air un peu rêvé en l'air
et puis de ces temps de solitude nécessaires qui sont apparus dès 13-14 ans. Euh, ouais, j'ai besoin de respirer à mon rythme euh, pour être en lien avec sans doute quelque chose d'autre que le monde des hommes, le monde des humains. Euh, d'où ce besoin de sortir, marcher en forêt et seul au quotidien. Et ça, tu as toujours senti qu'il y avait cet appel, ce besoin à laisser de la place à cet espace, à ces temps seuls, à être disponible. Tu as parlé aussi d'intuition. Pour moi, l'intuition est quelque chose de l'ordre de... Bah, j'ouvre des espaces de disponibilité. Tu as dit, quand je marchais, moi, j'ai parfois une phrase qui vient. Est-ce que tu as eu conscience de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, toujours, en tout cas, que tu arrives à dire, ah oui, si je remonte les années, je vois ça qui était présent, ou à un moment, c'est venu comme s'imposer, j'en ai besoin. Quel est le chemin par rapport à ça? J'ai dû conscientiser que j'en avais besoin, pas sur le tard, mais après que ce soit déjà là, en fait, quoi. Mm. Tu vois, comme que, ah oui, en fait, Tu n'es ouais. pas passé par je l'oublie, je prends pas de temps pour moi et il y a cet Non, appel. Non. non, non. Je crois qu'effectivement là-dessus, je dois avoir une certaine conscience, vigilance qui est venue très tôt. Peut-être, ouais, là, tes questions me ramènent aussi à d'autres souvenirs où les premières fois que j'ai pu aller, enfin que j'ai choisi d'aller au lycée, qui était donc à 17 km de chez moi, en vélo. Parce que ça devait être le début du printemps, qu'il y avait une route parallèle à l'axe routier principal qui était voilà, qui était une route de campagne qui permettait de rejoindre la ville et le lycée. Et j'ai dû faire ça les premières fois, peut-être, je sais pas, sans trop, juste, je sais pas, pour essayer. Et puis en retirer en fait un bienfait de tant l'heure que ça me prenait une heure du coup à aller au lycée puis à revenir et en fait le lycée pouvait être un peu violent dans ce côté justement carcan d'artifice quoi hein, que ce soit d'artifice de construction d'artifice d'enseignement. Euh, C'était une époque de 16 à 18 où j'avais aussi beaucoup de lectures ouais libertaires et sur des thèmes d'éducation des enfants qui devaient qui devaient en passer autrement que par le système scolaire. Donc moi, j'ai pas pu m'échapper à ça parce que j'avais des parents, etc., qui n'étaient pas forcément pour que j'aille me promener ailleurs. Mais du coup, d'y aller en vélo et de revenir en vélo, en plus en passant par la forêt, et ben là, j'avais cette bouffée d'oxygène dont je parlais tout à l'heure, quoi. Et je crois que j'ai commencé là, dès 16, ouais, dès 16 ans, à mettre des premiers, à empiler des premières briques concrètes en fait, oui, c'est là où je revis. Et Mm. du coup, je peux compenser le mal que j'ai enduré dans la journée et trouver donc des espaces de silence, de solitude, de reliance à du vivant hum, qui me parle plus. Je vais parler de la forêt et de sa faune et de sa flore que du lycée et de son monde urbain, quoi. Voilà, là, il y a eu des étapes de construction vers ce mode de vie hum, qui m'apparaissent de façon assez évidente et que finalement, j'ai jamais lâché, quoi. Donc, qui ensuite ont continué de suivre leur chemin d'appel, de goût pour la navigation à la voile et de voyage, et de voyage au loin sur des océans. Et puis de voir finalement que des pratiques artistiques peuvent aussi être source de revenus et donc de mode de vie, quoi, hein.
Donc, avec le temps se construit une vie basée sur un métier passion, un rapport au temps libre avec une grande liberté de gestion de ma part, et en fait le choix aussi de pas avoir d'enfant. Ça me laisse aussi un rapport au temps euh, plus, oui, personnel et sans doute avec plus de latitude que ce que je peux voir chez des proches qui sont parents. Et là aussi, hein, aucun jugement de valeur, c'est juste un constat que moi, très tôt, il y a eu cette euh, oui, volonté, intuition de choisir une vie sans enfant. Et je suis encore en phase avec ça. Les raisons ont pu bouger avec le temps, mais je suis accordé avec ça. Et ma vie, mon rapport au temps se continue de se construire dans une grande liberté ou une grande liberté de choix, quoi. C'est fou parce que quand tu disais cette anecdote du vélo, j'avais vraiment le mot liberté qui arrivait. C'est comme si je crée une bulle, un espace, et tu as parlé après du bateau, et il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre, j'ai l'impression, du mouvement, dans la mise en mouvement. Et en fait, une mélodie est aussi une mise en mouvement d'une autre façon, mais comment la mise en mouvement de quelque chose permet d'avoir cette liberté-là. Et, euh, et en parlant de mouvement, là, c'est une question un peu aussi par curiosité, parce que j'ai envie d'entendre tes mots sur ça. Tu dis que tu explores depuis quelques années la danse du tournoiement, donc qui découle de la danse soufie, c'est une autre façon de pouvoir l'appeler. Euh, En tout cas, cet art de tourner sur soi. Mm. Est-ce que, quand on est relié complètement à la danse soufie, cette danse, elle peut s'appeler le sama, qui est l'audition spirituelle. Donc, il y a dans ce mouvement quelque chose de lié à plus grand, au cosmos, et on peut dire au divin, mais toi, juste dans le ressenti du corps, dans la perception, dans la manière dont tu vis cette danse, qu'est-ce qui se passe? Euh, j'ai plusieurs réponses qui viennent. À la fois, il y a le petit enfant qui retrouve le plaisir de s'enivrer par lui-même, quoi. Il suffit de tourner et il y a une sensation de vertige et qui, pour peu qu'elle soit euh, un petit peu maîtrisée ou un petit peu connue, je peux doser le plaisir que j'en ai et la limite du vertige qui reste confortable, quoi. Euh, mais vertige quand même, c'est-à-dire avec une vision brouillée, avec tout qui tourne. Je me fais ma fête foraine à moi tout seul, quoi, hein. Il y a également, alors là, avec un autre endroit, je deviens planète, tu vois. C'est la danse des astres, hein. Tous les astres du système solaire pardon, pas tous enfin, des systèmes solaires de l'univers sont des corps qui tournent sur eux-mêmes. Et la danse de tournoiement, ce sont des corps qui dansent et qui tournent sur eux-mêmes, quoi. Je sais pas bien l'exprimer, mais il y a un côté magique et sacré là, de le faire seul et de le faire encore plus à plusieurs, quoi. Qui plus est en chaussant des robes qui se déploient. Ouais, moi j'ai eu les premiers stages que j'ai fait auprès d'Anouskan, qui est une compagnie à Lyon qui propose des danses de tournoiement, qui prête des robes. Quand on se retrouve à 6 ou 7 ou 8 là, sur l'espace de danse, qu'on se met à tourner et que petit à petit la danse et les danses prennent de l'ampleur. Du coup, les robes se déploient. T'as beau avoir la vision un peu floue parce que tu es dans ton tournoiement, mais c'était des robes de couleur et d'un seul coup, c'est un champ de fleurs qui s'ouvre, quoi. Ce sont des corolles rouges, bleues qui fleurissent et qui tapissent l'horizon visuel qui tournoie en permanence. C'est enfin, c'est plus que beau, quoi. C'est très émouvant. Moi, en reparler, je contacte toutes les images qui me reviennent et
Mais tout, c'est beau que tu tout utilises l'image de la l'épanouissement. fleur. Moi, elle résonne avec la manière dont je vis cette danse aussi. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre, la jupe s'ouvre, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui s'ouvre. Et en même temps, eh ben, ça tient parce qu'il y a cette tige, parce qu'il y a le cœur de cette fleur, et il y a quelque chose qui se, en même temps, ouah, qui se densifie, qui se concentre et qui devient comme tellement fort, tellement intense. Et en même temps, c'est une intensité qui est en légèreté. On le voit, les volutes de la robe. Oui, oui. À un moment, on oublie qu'on tourne et du coup, on est comme emporté dans le tour. C'est le Ouais. tour qui nous fait tourner. C'est pas quelque chose qui se fait en force du tout, quoi. Non. Bah, d'ailleurs, si on est en force, ça ne fonctionne pas et on est obligé très vite de s'arrêter. C'est ça qui est magique dans cette approche-là. Et qui va avec la liberté aussi. Mm. Ouais. Merci pour tes mots sur cette danse. Pour moi, c'est un chemin précieux aussi qui est voilà, en mon centre depuis quelques années que j'ai la joie de transmettre maintenant. Et à la fois dans ce que moi je touche, puis quand je vois en fait, quand je suis en espace de transmission et que juste j'ai en cadeau de pouvoir voir les personnes qui tournent et ce qu'elles traversent et ce qui est... Du coup, ça devient palpable. C'est comme quand tu joues de la musique, on en revient à ce que je disais au début, ça devient palpable. Et ça, ouais, ça, c'est un véritable cadeau. Mm. Peut-être ce que je rajoute, là, Gabriel, c'est que dans le spectacle où j'intègre un temps de danse de tournement, je tourne en jouant. Mm. Voilà, j'avais eu cette envie, euh, déjà pour voir un petit peu ce que ça faisait, ce côté cumuler le jeu instrumental et la danse, mais aussi parce que je joue d'un instrument qui a des sorties sonores à différents endroits et que le jouer en tournant, ça propose une spatialisation du son. euh, voilà, dont j'étais curieux. Moi, je peux pas finalement vraiment m'en rendre compte puisque moi, je suis au cœur du son quand ça tourne. Mais voilà, les gens qui assistent à ça, effectivement, sont sous le double spectacle d'un danseur et sa robe qui tourne, mais également d'une musique qui est émise en tournoyant, quoi. Est-ce Et que donc, juste pour les personnes qui écoutent, tu veux nommer, je mettrai dans le podcast le lien vers ton site oui, internet, mais de nommer le nom de ce spectacle-là? le spectacle s'appelle Aïeul au féminin. Hmm. Je m'adresse à une arrière-grand-mère paléolithique. Et et il y a un moment où je joue de la cornemuse en tournoyant. Hmm. Et c'est une façon aussi, là, sans les mots, d'être en lien, tu vois, avec les planètes qui tournent et donc avec nos ancêtres. Ouais, un lien intemporel qui est, Hmm. qui Hmm. peut voyager vraiment. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu as envie de partager voilà, dernière chose qui te vient avec ces mots, si on les refait danser ici dans l'espace, audace, liberté, sacré, avec tout ce qui a été déposé entre, qu'est-ce qui Hmm. revient maintenant? Ouais, peut-être ce qui vient, qui n'est pas complètement sans lien avec aïeul et avec les ancêtres. Euh, Ça va être une mention aux différentes sociétés humaines, peuples racines ou peuples autochtones. Euh, je suis loin de d'en connaître beaucoup, mais il y en a certaines qui m'ont touché plus que d'autres ou intéressé plus que d'autres et j'ai lu davantage. Et j'y vois dans leur rapport au monde un mélange justement d'audace, de liberté et de sacré. Est-ce que tu arriverais à préciser pourquoi? Ouais, ouais. Alors l'audace, peut-être c'est ça qui est le moins évident, mais ce qui me vient, c'est que nous vivons, nous, dans
dans un rapport au monde très assisté, très assuré, très précautionneux, où justement la prise de risque et le danger sont pas, sont plutôt évités, quoi. On parle de sécurité à tout bout de champ. C'est insupportable pour moi d'entendre ce mot partout, tout le temps, qui veut, enfin, qui veut pas vraiment dire grand-chose, quoi. Euh, Là, je pense aux annonces dans les trains. Moi, je prends très souvent le train et pour votre sécurité, blablabla. Ouais, ça me met un petit peu. Je trouve ça pauvre et triste, quoi. Bref. En tout cas, je reviens en arrière. Euh, les peuples humains d'avant le modernisme, euh, il me semble, parce qu'ils devaient trouver leur subsistance par eux-mêmes et non pas par le biais de machines ou d'outils sursophistiqués, étaient beaucoup plus exposés à s'en remettre à leurs aptitudes corporelles et collectives. Euh, et en ça, eux ne le faisaient peut-être pas plus exprès que ça, mais il y avait, comparativement, il y avait une audace que j'ai l'impression que nous n'avons plus dans ce monde-là, beaucoup moins. Euh, J'y vois une grande liberté également de vivre nu sur la terre sacrée, en fait, pieds nus sur la terre sacrée, pour reprendre le titre d'un livre qui rassemble des paroles d'Indiens Lakota. Et le sacré, la dimension sacrée, la dimension de célébration, du vivant, de nos origines, il me semble qu'elle est également très présente dans énormément de religions ou spiritualités euh, animistes. Là, c'est nous qui mettons ces mots-là aujourd'hui, mais euh, animistes ou totémistes, peu importe. Mais voilà, un lien de reconnaissance à l'origine du vivant sur Terre, dont nous sommes. Aïeul, en faisant un spectacle où je m'adresse à cette arrière-grand-mère paléolithique, c'est aussi une forme de célébration de qui nous avons été, qui l'humanité a pu être par le passé. Et oui, une autre parole d'un Lakota qui est mort en 2000, qui a dit, en parlant de la société des Blancs, la société moderne occidentale, euh, vous avez réussi à expliquer plein de choses, mais vous ne célébrez plus. Voilà. Pour moi, la notion de sacré, c'est davantage célébrer que de vouloir expliquer. Et je crois que je suis encore attaché à cette vision-là. Merci beaucoup, Boris. Et j'ai envie de juste peut-être inviter à ce qu'on conclue ici et inviter pour celles et ceux qui écoutent, peut-être juste laisser résonner ce mot de célébrer, qui est, je trouve, magnifique. Comment on peut s'inviter à célébrer là, dans nos vies, célébrer ce moment qu'il y a eu. Donc, merci pour ce partage. Merci à toi. Très belle journée. Merci.